Ils ont fui leur pays, traversé les mers et affronté la mort. L'année dernière, plus de 5000 migrants sont morts ou ont disparu sur les routes de l'exil. Pour ceux qui en réchappent, la souffrance est immense, mais souvent invisible. Quelles sont les séquelles psychologiques? Avec quel traumatisme les migrants doivent-ils vivre? Pour en parler ce soir, nous sommes avec Ferdinand Ezembe, psychologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes directeur de l'association Africonseil, qui est une association de psychologues qui est ouverte aux migrants. Vous connaissez donc bien cette question des traumatismes psychiques chez les populations migrantes. Avant de continuer sur ce thème, je vous propose de commencer par écouter le témoignage de Thomas, qui est un réfugié érythréen. Ses propos avaient été recueillis par nos confrères de France Télévisions en 2015. Depuis l'Érythrée, il a connu le racket des passeurs aux portes du désert. Un très long chemin avant la terrible traversée de la Méditerranée. Dès le départ, on n'avait pas de place à bord. Et encore maintenant, je ne peux pas regarder l'eau. Ça me donne des cauchemars. Au moins 16 personnes sont mortes sur le bateau. Et ces morts, ils étaient jetés par-dessus bord pour avoir un peu plus de place. Tout le monde se battait. Derrière moi, il y avait une dame qui a essayé de m'aider parce que j'arrivais plus à respirer. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital. On m'a dit que j'étais à Lampedusa. Ce type de témoignage, Ferdinand Ezembe, est-ce que c'est également ce type de témoignage que vous entendez dans vos consultations? Oui, depuis 2 ou 3 ans, c'est exactement la même situation que j'ai, de personnes très jeunes qui ont traversé la mer et qui ont été stressées énormément par le fait qu'on jetait les personnes dans l'eau et qu'elles se demandaient à quel moment serait leur tour. Donc c'est un stress qui laisse des traces extrêmement compliqué. Alors justement, quel type de séquelles psychologiques est-ce que ça laisse sur ces personnes? Alors, il y a une grosse anxiété et souvent une perte de sommeil et beaucoup d'inquiétude du fait que les personnes sont tout le temps convaincues que c'est un événement qui va se répéter et ne réussissent pas à sortir de ce cycle de peur, d'angoisse quotidienne, que qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais mourir dans les instants qui suivent, quoi. Alors beaucoup nous parlent de cauchemars à répétition, d'angoisse, de manifestations d'angoisse, de crises d'angoisse. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un syndrome de choc post-traumatique? Oui, alors, il y a plusieurs versions du stress post-traumatique. Il y en a qui c'est d'ailleurs bien pour ceux qui puissent l'exprimer, c'est-à-dire qu'ils disent je ne réussis pas à dormir, j'ai peur et tout ça. Donc quand ça s'exprime, c'est un bon signe, ça veut dire qu'on peut le traiter. Mais il y a des stress post-traumatiques qui ne sont pas parlés. C'est-à-dire que les personnes se muent dans un silence ou alors elles ont des conduites qu'on appelle addictives. Elles commencent à fumer énormément, à se droguer ou alors à prendre tout ce qui peut les empêcher de reprendre cet événement. Et c'est quelque chose qui est très travaillé actuellement en psychologie. Est-ce que ce choc post-traumatique, c'est quelque chose qui peut se traiter ou pas? Oui. Nous avons actuellement d'abord l'approche médicamenteuse est très bonne, mais au-delà de l'approche médicamenteuse, nous organisons des groupes de parole et le fait que ces personnes reparlent avec d'autres personnes qui ont vécu la même expérience, ça leur permet de se réhabiliter. Et aussi le fait d'avoir quelqu'un qui peut leur dire que vous avez une chance d'être vivant alors qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont décédés, ça leur remet une réalité qui pour la plupart n'était plus quelque chose de possible, quoi. Alors on va justement écouter un autre témoignage, celui d'Ibrahim d'origine ivoirienne qui lui nous parle d'une perte de confiance en lui. On l'écoute. Je t'ai dit en gros t'es pas utile quoi. Tu sers à rien, tu ne fais que manger, dormir, te balader. Tu te poses 1000 questions quoi, parce que la vie d'un homme c'est pas rester là, ne rien faire. Oui, effectivement, ça c'est très intéressant parce que on croit souvent que pour certaines personnes, une fois qu'elles ont eu des papiers, qu'elles ont eu un titre de séjour, tout ira bien. Mais c'est là où les difficultés commencent parce qu'elles se posent la question qui suis-je, à quoi je sers, et sont confrontées à d'autres problématiques sur la discrimination, le stress du chômage, la réinstallation, et qui prouvent même l'invisibilité. Il n'y a personne qui vous reconnaît, et donc ça crée un sentiment d'inutilité. Et souvent, ce vide est comblé par des pratiques artistiques. On travaille beaucoup sur l'art, beaucoup d'expressions, que les personnes puissent raconter ce qu'elles ont vécu et que ça puisse être
Oui, valoriser. Alors justement, vous disiez bien que parfois ces personnes trouvent une activité, retrouvent des personnes dans des lieux de sociabilité. Et on peut avoir l'impression, en les regardant, que ça va mieux, voire que ça va bien. Est-ce que, malgré tout, même quand on a l'impression que ça va mieux ou que ça va bien, elles sont brisées intérieurement ou détruites intérieurement? Est-ce que les deux peuvent coexister? Une apparence d'aller bien et un délabrement intérieur? Alors, il y a des traces indélébiles. Des personnes qui ont été victimes de certaines violences auront du mal. Par exemple, des femmes qui ont été violées ou des personnes qui ont été tabassées, qui ont été menacées de mort, il y a des traces qui vont rester. Mais nous travaillons beaucoup sur ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire qu'on aide ces personnes à dépasser ce stress, à dépasser cet événement en le sublimant, en faisant une pratique artistique, en s'investissant, même d'ailleurs dans l'aide. Pouvoir aider d'autres personnes qui ont vécu la même situation permet à ces personnes de se reconstruire. Donc, c'est pas il n'y a pas de fatalité. On a des personnes qui ont eu des... Qu'est-ce qui se passe finalement dans le cerveau d'une personne qui est traumatisée? Comment ça se fait qu'on peut avoir l'apparence que ça va beaucoup mieux et en fait, ça ne va pas du tout? Pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène que vous appelez dans votre jargon technique, ce phénomène de dissociation? Enfin, c'est nous qui pensons que ça va mieux. Mais en réalité, souvent, ça ne va pas mieux. C'est pas parce que quelqu'un rit, parle tout le temps très bien que ça va mieux. Moi, j'ai des expériences où des personnes arrivant dans le cabinet commencent par vous sourire, et vous dites ça va bien. Et au bout d'une demi-heure, elle explose, elle commence à pleurer, ou même après un entretien, et vous rappelle en disant ça ne va pas parce qu'il y a des choses qu'on a refoulées et qui vont remonter à la surface. Donc, tout le travail des psychologues, c'est de trouver un équilibre, aider à vivre avec le traumatisme. Mais le traumatisme ne s'efface pas en réalité. On va vivre avec. Peut-être une dernière question en quelques mots. On a parlé des traumatismes de la migration. Est-ce que ces traumatismes peuvent se transmettre à ces enfants? En d'autres termes, est-ce que ça peut provoquer des traumatismes, même chez les enfants, des traumatismes de l'intégration, par exemple? En quelques mots. On connaît tous les problèmes transgénérationnels. On a des personnes qui sont stressées et qui ont une mauvaise adaptation qui est en fait due au fait que leurs parents ont transmis cette inquiétude qui n'était pas rassurée dans la société dans laquelle ils vivent, et les enfants ont la même attitude, n'ont pas confiance à la société dans laquelle ils vivent parce que les parents ont tenu un discours et ont eu un comportement d'inadaptation et on retrouve le même comportement sur 2 ou 3 générations. 2 ou 3 générations, d'où la nécessité de consulter dès l'apparition des premiers symptômes qu'on vient d'entendre dans les témoignages. Ferdinand Ezembe, psychologue, directeur de l'association Afrique Conseil, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et vous pouvez retrouver cette chronique consacrée au traumatisme de la migration sur notre page Facebook. C'est la fin de ce journal. À vendredi.